Un soir particulièrement arrosé par la pluie et le vin blanc, je me décidai enfin à rejoindre deux potes fêtards qui m'avaient donné rendez-vous dans un cabaret transformiste kitsch bien connu, le Flint. En arrivant, tout dégoulinant, je saluai Pascal et Stéphane, déjà attablés dans la petite salle face à la scène. Je me fis chambrer par une drag queen adossée à la scène et coiffée d'une choucroute orange. Alors, mon chéri, on se tripotait sous la douche? La classe! Je m'excusai de mon retard en prenant place et Pascal m'offrit du champagne. Je sifflai la moitié de la coupe avant de la reposer. Le spectacle se déroulait. Un homme d'une cinquantaine d'années, à la table juste en face, était accompagné d'une superbe femme. La classe qui se dégageait de leur couple attirait plus mon regard que ce show un peu suranné, où des transformistes outrageusement maquillés et déguisés se prenaient pour des artistes reconnus. Ils se déhanchaient gaiement en playback sur des chansons populaires cultes. La femme était vraiment sublime dans sa robe au dos largement découvert. Elle me subjuguait par sa beauté irréelle. Lui avait un visage ouvert et sympathique. Il était habillé impeccablement, avec beaucoup de goût et d'harmonie. Il vit que je les regardais, et il leva sa coupe de champagne en signe de partage convivial. Je fis de même. Pascal crut que je voulais draguer la femme et me dit de ne pas déconner. Je lui rétorquai que je les trouvais très beaux, tous les deux. Ce con de Stéphane me balança que je cherchais un plan à trois. Ces deux imbéciles n'étaient heureusement que des connaissances de la nuit. Ils n'étaient fréquentables qu'avec le costume de fêtard et le nez rouge, basta. Les gens semblaient s'amuser dans ce pitoyable show. Moi, je n'en pouvais plus. On se leva à la fin de la première partie, tous les trois, pour partir s'amuser ailleurs. Je frôlai la table du couple et l'homme, en accrochant mon regard, me lança. « Alors, ce spectacle vous a plu ?» Je lui souris. Sincèrement, ce n'est pas ma tasse de thé. Heureusement qu'il y avait du champagne au frais et deux amis qui m'ont invité, sinon. L'homme se tourna vers la femme. « Oui, n'est-ce pas, Sylvia? On s'est royalement emmerdé, non? Mais venez donc prendre un verre avec nous, cela nous ferait plaisir. » Je jetai un regard à Stéphane et Pascal. Ils ne paraissaient pas intéressés. Je leur proposai de les rejoindre plus tard sur les quais au bar du Centenaire. Ils saluèrent le couple et partirent rapidement. « J'ai fait fuir vos amis? » « Non, non, pas du tout. Ils ont un rendez-vous. » J'étais plutôt content de m'être débarrassé de ces deux pénibles. Sinon, nous n'aurions pas pu discuter sérieusement. Je m'assis entre lui et Sylvia. Je lui demandai son prénom. Il s'appelait Patrick. Je me présentai. Marc Dédale. Je ne m'étais pas trompé en le regardant depuis mon arrivée. Le courant passait entre nous. Par un hasard étonnant, Patrick était le directeur des programmes d'une chaîne commerciale, Télé 7. Sylvia était script girl pour des séries télévisées. On discuta audiovisuel autour d'une bouteille de champagne. Il me félicita pour la boîte noire. Il me raconta comment il cherchait un équivalent à notre jeu pour cette tranche horaire cruciale sur sa chaîne avant le 20h. Je leur racontais comment j'avais trouvé l'idée de la boîte noire. Je me servais souvent, comme tout le monde, d'appareils remplis d'électronique, des black box, comme les boîtiers télé, ou Internet par exemple. J'étais bien incapable de comprendre comment ces boîtes noires fonctionnaient, et cela me fascinait. On ne pouvait dialoguer avec elle qu'en mode entrée-sortie. Quand j'appuyais sur un bouton en entrée, la boîte me donnait une réponse en sortie. Elle commençait à inonder notre monde, et pourtant, elle restait mystérieuse quant à leur fonctionnement interne. Désormais, le citoyen lambda achetait des objets qu'il ne pouvait ni maîtriser, ni réparer, et devenait ainsi complètement dépendant des fabricants en cas de problème. Une nouvelle étape dans la consommation de masse s'ouvrait. Je m'étais librement inspiré de ce modèle d'échange homme-machine pour créer le jeu, en rajoutant la notion de labyrinthe. Je ne résistais pas à dire à Sylvia et Patrick qu'ils formaient un couple magnifique. Rapidement, nos échanges sortirent du cadre professionnel. Patrick était très cultivé. Je parlais principalement avec lui, tout en jetant un regard et un sourire à la superbe Sylvia, de peur qu'elle ne récupérât son homme que j'avais totalement accaparé. Mais elle paraissait très calme et ne pas s'ennuyer. Elle écoutait nos échanges avec attention et intervenait peu. Avec Patrick, nous devisions avec un égal bonheur de philosophie, d'histoire et de littérature. On pouvait discuter de tout. Son ouverture d'esprit faisait plaisir à voir. Nous avions en commun de ne pas simplifier ni caricaturer. Comme moi, il détestait les idéologies et les idéologues qui veulent nous apprendre comment il fallait penser.
On abhorrait autant les ayatollahs de la science d'un côté que les psychotiques religieux de l'autre. Certes, nous constations le grand vide actuel de la pensée, mais ne valait-il pas mieux désormais emprunter d'autres voies plutôt que de retomber dans les traces idéologiques qui avaient plongé le monde dans la barbarie au siècle dernier? Patrick me demanda comment je ressentais notre époque. Je lui tins à peu près ce discours. L'histoire reste tragique, et les gens qui vivent ici et maintenant dans cette société ethnique et technologique, nichée dans l'œil occidental du cyclone, n'ont plus vraiment conscience de la fragilité du monde après plusieurs décennies de paix. Seul l'accroissement des flux migratoires, le terrorisme des islamistes et les épidémies constituent de vraies menaces sur leur mode de vie rallongé par les pas de géant d'une médecine quasi thaumaturge. Ils pensent que la civilisation dans laquelle ils évoluent perdurera coûte que coûte, mais ils ne sont que des prisonniers de leur temps. Pour ma part, et plus largement, la grande question est comment les civilisations naissent et meurent. Je pense qu'elles suivent un cycle elliptique. Je m'explique. Il existe une répétition d'une forme géométrique et temporelle elliptique, comme un archétype qui détermine le parcours de chaque civilisation à travers l'histoire. Je la nommerai ellipse majeure. Nos existences personnelles génèrent une multitude d'ellipses mineures qui constituent, en s'entrelaçant, une trame de séquence historique. Cette trame détermine la trajectoire de l'ellipse majeure. La frénésie de ces séquences historiques nous empêche, par la confusion qu'elle induit, de voir et de comprendre la logique et la cohérence d'ensemble de cette trajectoire. Afin de compliquer encore la chose, le déroulement de nos vies personnelles sont elles-mêmes jalonnées d'une multitude d'ellipses spatio-temporelles. Au final, sur la trajectoire de l'ellipse majeure, il apparaît 6 périodes de passage obligées, comme des jalons qui sont les suivants. Fondement, développement, apogée, décadence, hypogée, effondrement. Et ça repart pour une nouvelle ellipse. Patrick parut intéressé. Je reçus à cet instant un message d'Ariane. Elle rentrait à l'instant et voulait me voir. Je dus abréger notre discussion avec ce couple charmant en prétextant qu'un contretemps m'obligeait à rentrer. Je pris congé après un échange de nos cartes de visite. J'avais été vraiment charmé par cette rencontre. Mis à part Bernard, il était assez rare pour moi de prendre plaisir dans la discussion avec les personnes que je croisais. Dans les endroits où je sortais, le bruit et la musique couvraient tellement les voix qu'il devenait pénible d'échanger sérieusement. Je rentrais donc relativement de bonne heure ce vendredi soir. Ariane avait le visage plus fermé que d'habitude. Elle m'embrassa du bout des lèvres. Je compris assez vite qu'elle était contrariée. Nous étions réunis dans la cuisine pour préparer tant bien que mal une collation avec ce qu'il restait dans le réfrigérateur. Nous étions silencieux, mais je la sentis prête à partir au quart de tour si j'avais eu le malheur de lui demander ce qui n'allait pas. Alors je tentai de lui faire un petit bisou dans le cou pour désamorcer la tension ambiante, mais elle me reprocha de sentir l'alcool à plein nez. J'insistai lourdement pour faire mon bisou. Elle me repoussa violemment et partit vers la fenêtre. Elle se cala les fesses contre l'évier, puis elle se déchaîna contre moi en une diatribe constituée d'une avalanche de reproches. En tête de liste, je sortais trop, et un peu n'importe où, ce qui pour elle n'avait aucune raison d'être. Elle comprenait les soirées pour le travail, mais pas pour les autres. Secondo, je buvais trop, et elle se doutait que je faisais des conneries, notamment avec les femmes. Elle en aurait bientôt la preuve, m'asséna-t-elle. Tertio, elle avait discuté avec Véronique et Bernard, qui lui avaient confirmé que je dérapais aussi dans le boulot. En sortant, le beurre pour accompagner le saucisson, elle m'asséna des paroles comme un ultimatum. Soit je changeais rapidement de comportement, soit je continuais, et je remettais sérieusement en cause notre relation. Je tentais de la calmer en prenant ses mains dans les miennes, mais elle me repoussait à chaque fois. Ariane ne s'énervait jamais pour des broutilles. Elle n'était ni colérique ni soupolée. La crise de confiance qui l'ébranlait était vraiment inhabituelle. Je ne l'avais jamais vue dans cet état. Depuis notre rencontre, jamais elle ne m'avait donné un tel spectacle de nerfs à vif. Elle finit par sangloter en me disant qu'elle m'aimait, mais qu'elle n'en pouvait plus de mes mensonges et trahisons. Elle me reprocha d'être impossible à vivre, et qu'avec moi on ne savait jamais à quoi s'attendre. Bref, que je n'étais ni fiable ni rassurant. Je me taisais durant ce sermon, et Ariane me dit que je n'étais même pas capable de répondre ou de me justifier. J'en eus
Assez pour mon grade, et je me sauvais sur la terrasse fumer une cigarette. Peu à l'aise dans les mélodrames, je cherchais à me calmer moi aussi. Je gérais très mal la tension nerveuse qui m'empêchait de penser sereinement et de discuter en trouvant les bons mots. Ariane vient me relancer sur la terrasse. Tu ne trouves toujours rien à me dire? Après un silence, je lui répondis en essayant de peser mes mots. Tu as sans doute raison concernant mes sorties. Je dois changer. Mais Ariane, te rends-tu compte que tu es toujours partie? Je me retrouve seul chez toi, à t'attendre 3 jours sur 7, et à me demander ce que tu fabriques le soir dans ces dîners d'affaires avec des tas de messieurs très convenables. Eux. Eh bien non, merci. Je préfère sortir, voir du monde, vivre avec un courant d'air, finit par m'enrhumer. Ariane était furieuse. Bien sûr, fais de l'esprit en plus. C'est avec cet humour que tu séduis tes poufiasses, sûrement pas avec ton haleine de pochetron. Tu te protèges au moins, non? Je ne voudrais pas choper une saloperie. Moi, je suis une femme sérieuse. Je ne traîne pas quand j'ai mon amour qui m'attend à la maison. Je te respecte, moi. Et puis oui, je travaille beaucoup. Merde à la fin. Ce job, c'est ma vie. Je me suis battue comme une guerrière pour en arriver là, et pour que ces messieurs, comme tu dis, me respectent. Alors essaye de faire de même. Je t'ai recueilli alors que tu allais verser dans la rue, et tu l'as déjà oublié. Ah, ça y est, on y est, la dette, la reconnaissance du ventre. Ne t'inquiète pas, je te rembourserai tout ton argent. Non, ce n'est pas de cela dont je te parle, et tu le sais très bien. J'étais vexé et de mauvaise foi. Je ne trouvais pas vraiment d'argument à opposer au sien. Elle était un modèle, et j'étais loin de donner le change. En fait, le problème de notre histoire se posait autrement. Pour faire simple, on pouvait considérer comme acquis le fait que l'on s'entendait bien à tous les niveaux, et que nous avions des affinités en commun. Sauf que la dimension la plus importante résidait dans l'intensité de notre amour. Elle m'aimait bien plus que je l'aimais. En conséquence, je n'étais pas en mesure de faire tous les efforts qu'elle attendait de moi. Je n'étais tout simplement pas motivé pour me dépasser et lui donner le maximum. Même si l'amour ne suffit jamais à transcender une relation, si en plus cet amour n'est plus moteur dans l'alchimie d'une relation, c'est peine perdue. Mes désirs personnels prenaient le pas sur notre couple. Il faut s'aimer très fort pour s'abandonner à l'autre et à ses choix personnels de vie. Nous continuâmes notre explication dans le salon autour des restes présents dans le frigo. Je voulus commander des pizzas, mais elle refusa. Je débouchai une bonne bouteille de haut-médoc, et après 2 verres, Ariane se détendit. On avait frôlé le point de rupture, et je fis tout pour apaiser la situation. On décida de passer le week-end tous les deux entre cinéma, balade et déjeuner au restaurant. Ce programme nous permettait de nous retrouver en couple. La tension retombait. Je promis à Ariane sur l'oreiller de ne plus l'inquiéter. On fit l'amour comme des amoureux qui se retrouvent après un moment d'égarement. La tendresse que nous nous portions l'emporta sur la rancœur. Elle sut dépasser les reproches, et je lui en sus gré de ne pas m'accabler. Le plus malheureux des deux, c'était moi. Je savais que j'entretenais Ariane dans un leurre qui n'aurait pas de finitude. Que pouvais-je y faire sinon partir pour la protéger? Le courage me manquait comme à tous les hommes qui laissent traîner leurs casseroles et leurs chaussettes sales derrière eux. J'eus vraiment un mal fou à m'endormir tellement la culpabilité me tenaillait. Je ne sais pourquoi je pensais à mes enfants que j'avais laissés choir. Mon ex s'était remarié avec un homme à la hauteur des responsabilités, une famille recomposée comme on disait à l'époque, comme si l'on pouvait recomposer un passé décomposé. Je n'y croyais pas un instant, mais si mes enfants pouvaient y croire, cela m'aurait apaisé. Je finis par m'endormir en chien de fusil levé contre le corps d'Ariane, en lui serrant les seins rassemblés dans ma main droite. J'étais bien, comme un enfant innocent réchauffé par la chaleur de sa maman. J'eus conscience encore un moment de l'espace du vaste appartement autour de nous. Je regardais vaguement par la fenêtre la lune dans son dernier quartier. La capitale fourmillait bruyamment de milliers d'âmes anonymes, et les véhicules bruissaient sans fin sur l'avenue en contrebas. Je plongeais enfin dans l'océanonox du sommeil.